Evening News. Conclusion de l'atelier sur la fraude et la fuite des sujets d'examen. Pendant une semaine, les cadres du secteur de l'enseignement ont travaillé pour trouver des stratégies de lutte contre ces maux dont souffre l'école. La suite à suivre. La MDH dénonce la violation des libertés de certaines personnalités civiles et militaires. C'était dans un communiqué en date du 11 juillet dernier. Et puis dans ce journal, l'actualité internationale parlera entre autres de la France pour cause le 14 juillet, la fête nationale de ce pays. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans l'édition du Liba Evening News. Conclusion de l'atelier sur la fraude et la fuite des sujets d'examen pendant une semaine. Les cadres du secteur de l'enseignement ont travaillé pour trouver des stratégies de lutte contre la fraude et la fuite des sujets. Des propositions du retardement de la distribution des sujets au renforcement de l'arsenal de la police de surveillance ont été abordées. Reportage Aruna Saliakone. Retarder la distribution des sujets d'examen en mettant à contribution les nouvelles technologies. Ces moyens est censé minimiser la fuite des sujets. Le plan numérique pour retarder la distribution des sujets jusqu'à la dernière minute, enfin jusqu'à l'heure des épreuves, ce qui demande beaucoup de moyens matériels pour un sujet qui vient à une heure de l'épreuve. En ce qui concerne la détention des sujets par les présidents du centre d'examen dans des localités reculées, elle est jugée trop longue. Des propositions ont été faites pour diminuer ce temps. Donc, ils ont demandé de trouver des formules adaptées pour que cela cesse, pour que les centres éloignés où l'accès est réellement difficile, de trouver un moyen de réduire le temps de possession du sujet avec le président du centre. Il est aussi ressorti de l'atelier des moyens de renforcement de la police de surveillance et du règlement intérieur des examens. Des principes qui sont édictés pour que les surveillants, le président des centres et ses vice-présidents puissent gérer les examens en bonne et due forme. Et renforcer également l'arsenal du règlement des examens. Le règlement des examens s'adresse aux candidats aux examens. La synthèse de ces différentes recommandations sont en cours. Lesquelles recommandations seront bientôt envoyées au cabinet pour application lors des examens de cette année, comme l'a recommandé Madame le ministre de l'Éducation nationale pendant son discours inaugural de l'atelier. Dans un communiqué publié le 11 juillet dernier, l'Association malienne des droits de l'homme AMDH a exprimé sa vive préoccupation par rapport à la mesure de privation des libertés de certaines personnalités civiles et militaires. Ceci intervient quelques jours après la publication d'un communiqué de la CNDH sur de graves violations des droits de l'homme constatées au Mali. Qu'en est-il de la situation? Aminata Chektal. La liberté d'aller et venir est l'un des droits fondamentaux garantis par la Constitution du Mali et des instruments juridiques internationaux et régionaux dûment ratifiés par le Mali. C'est le rappel fait par l'Association malienne des droits de l'homme aux autorités maliennes. Dans leur dernier communiqué, l'AMDH dénonce, je cite, la violation des libertés de mouvement de certaines personnalités civiles et militaires par rapport à la mesure de privation de liberté à travers notamment la résidence surveillée décidée par les nouvelles autorités à l'encontre de l'ancien président de la transition Bandao, son premier ministre Mokhtar Wane, ainsi que d'autres personnalités dont le général Souleymane Doucouré, ancien secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Elle estime que faute d'infractions légalement établies et reprochées aux personnes concernées, celles-ci doivent être immédiatement libérées. En effet, l'article 5 de la Constitution du Mali dispose que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, et j'en passe. Cette liberté de mouvement est inhérente à la personne humaine et ne saurait être retirée si la personne ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le 7 juillet dernier, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a également publié un communiqué dans lequel elle dénonçait de graves violations des droits de l'homme. Elle disait suivre avec gravité la recrudescence de l'insécurité caractérisée par des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et aux biens dans le centre du pays, notamment
à Badiangara, Koro, Bankas dans la région de Mopti, ainsi qu'à Dogofri et Farabougou dans la région de Ségou, suite à de violents conflits intercommunautaires. L'État serait-il incapable d'assumer ses responsabilités en allant sur le fondement de la loi fondamentale et de la Charte du Mali, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques engageant l'État malien à respecter et à faire respecter les droits fondamentaux de toute personne résidant sur le territoire malien. Le temps nous le dira. Ce mardi 13 juillet 2021 s'est tenue une conférence de presse au centre de santé de Bamako-Koura à Bolibana. L'objectif était de dénoncer l'installation anarchique des kiosques devant le CESCOM de la commune 3. Le point avec Fanta Diarra et Moussa Tembini. Depuis un certain temps, le centre de santé de Bamako-Koura Bolibana est pris d'assaut par un groupe de commerçants qui a fini par installer des kiosques sur le trottoir. Le président de la jeunesse s'exprime sur les dégâts que ces installations peuvent causer. Et ici, nous avons différentes institutions. Nous avons le CESCOM, nous avons un jardin d'enfants, nous avons le foyer des jeunes qui a un atelier d'apprentissage, qui a une salle d'informatique et avec un groupe de théâtre et de taekwondo. Et quand vous imaginez que installer ces kiosques sur le trottoir qui devait être une utilité publique afin que nos pauvres citoyens puissent vaquer librement en toute sécurité, aller au marché, les enfants vont à l'école et les malades qui doivent arriver. Donc nous avons vraiment besoin que nos institutions nous soutiennent, qu'ils nous comprennent, qu'ils savent qu'un maire ne peut pas se permettre tout. Le maire de la commune 3, pour sa part, demande à la municipalité de prendre ses responsabilités pour stopper cette occupation anarchique des kiosques. Notre objectif, c'est que la mairie revienne sur sa décision. Moi, je suis un élu, mais je demande à ce que la mairie revienne sur sa décision et trouver les voies et moyens pour annuler les autorisations délivrées aux messieurs pour des fins commerciales. Nous, on est là pour des fins publiques. Et je pense que c'est ça l'existence de la mairie, c'est ça l'objectif même de la mairie, c'est de protéger la population et leurs biens publics et les biens publics. Un ex-membre du conseil de la commune embouche dans la même trompette. Bon, les textes ne sont pas du tout respectés par rapport à ces installations, raison pour laquelle on l'appelle les installations anarchiques. Pour faire des installations pareilles, il faut l'accord voisinage qui est obligatoire. Cela n'a pas été fait. En son temps, c'est Madame le gouverneur qui a déguerpi les gens sur ces lieux-là. C'est un trottoir. La mairie est servie de dégager le trottoir pour les piétons. Et ça a été le contraire. Donc ils ont occupé le trottoir. Les piétons sont obligés maintenant de marcher sur la route. Bon, sur cette route, cette voie-là, c'est une voie spéciale. Il y a le centre de santé où les malades et les femmes enceintes sont fréquents ici. L'installation de ces kiosques, selon beaucoup, peuvent causer des dégâts. C'est pourquoi la population est debout pour alerter et interpeller qui des droits. À Bamako, les patrons et les employés des mototaxis gagnent parfaitement leur vie. Quant aux clients, ils se disent satisfaits de cette initiative qui, d'après eux, allège leur souffrance en ce qui concerne le transport. Adama Sanogo. Bamako, la capitale malienne, est vaste. Il n'est donc pas aisé de joindre le tour de la ville aussi facilement. Ils circulent à travers la ville avec des tenues différentes et aussi avec des casques. Ils sont endurants et exercent leur profession avec passion. Le mot mototaxi suffit pour identifier ces hommes et femmes au service des potentiels clients. Au Mali, le phénomène prend déjà de l'ampleur. Le secteur emploie beaucoup de jeunes. Je dirais que nous sommes actuellement à peu près à 150 chauffeurs. Le chômage est un réel problème pour la jeunesse en ce moment. Donc c'est une activité qui permet aux jeunes diplômés sans emploi de pouvoir accéder à avoir un job, que ce soit à temps partiel ou de façon permanente. Mohamed Touré est un jeune chauffeur de mototaxi. Selon lui, ce métier est très bénéfique. Être chauffeur de mototaxi m'a beaucoup aidé. Je ne travaille pas, mais aujourd'hui, j'ai un boulot et je me suis même acheté une moto. Pour les clients,
L'avènement des mototaxis à Bamako a fait un ouf de soulagement dans le domaine du transport. Les mototaxis nous ont beaucoup aidés. Les jeunes n'empruntent plus nos motos. Ils préfèrent aller vers ces motos. De leur côté, les femmes affirment que les mototaxis sont une solution à leurs multiples problèmes. Les mototaxis aident beaucoup les femmes. Elles sont rapides. Souvent, nos enfants sont en retard pour l'école. On les confie aux chauffeurs de mototaxis pour qu'ils arrivent à l'heure. Toutefois, les clients invitent les chauffeurs de mototaxi à la prudence dans la circulation et c'est pour une meilleure sécurité des personnes et de leurs biens. À présent, allons à la découverte de Nazi, un handicapé visuel qui est passionné par le métier de la radio. Employé à la radio Maliba FM, Nazi anime depuis quelques années l'émission La Revue de presse en langue bamanakan, suivant son parcours. Il s'appelle Nazi Dambélé, il est handicapé visuel. Depuis quelques années, il travaille à la radio Maliba FM. Sortant de l'Institut des jeunes aveugles du Mali, IJA, Nazi n'a pas pu aller au bout de ses études suite à l'expiration de sa scolarité au lycée. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme n'a jamais désarmé. Il pratique avec bonheur le boulot de ses rêves. J'étais à l'IJA dans les années 1995. J'ai fait mes premiers cycles là-bas et puis second cycle. Et Amourou Ampatiba, qui est à Bolibana. Voilà, j'ai fait là-bas quelques années, de 2009 jusqu'à 2014. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, je suis là quand même à la radio Maliba FM. Chaque matin, Nazi prépare ses émissions avec ses collègues qui l'assistent en lui dictant des textes qu'il écrit via un braille. Avec décidé les anomalies de gestion portant sur plusieurs milliards de francs. Après un stage, il anime depuis quelques années 2 émissions. Il s'agit de revue de la presse. Ça, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h midi. Et puis Kibarou, qui est journal en langue nationale Bambara. Voilà, ça c'est à 19h, 19h30. Célibataire sans enfant et âgé d'une vingtaine d'années, l'homme est apprécié par ses collègues. Je peux dire que Nazi, c'est un jeune journaliste qui est très courageux. Malgré son handicap, et il a le courage. Il a le courage vraiment de travailler. Il aime vraiment ce métier. C'est pourquoi il se donne beaucoup pour vraiment l'amélioration de cette radio. Même s'il voulait être footballeur au départ, ce passionné de la radio avoue qu'il n'est pas venu dans ce métier par hasard. Dans mon enfance, j'ai décidé d'être footballeur ou bien un homme de médias. Enfin, il encourage les autres handicapés à se battre dans la vie. Dans ces derniers temps-là, tout le monde se cherche. La vie même est très chaude. Dans ce cas, on ne peut pas être toujours dépendant de quelqu'un. Des exemples comme celui de Nazi, il en existe peu dans ce pays. Une histoire qui démontre une fois de plus que tout est possible quand on y croit et que le fait d'être en situation de handicap ne peut empêcher une personne de travailler et de vivre dignement. Aujourd'hui, le groupe Bintili Communication a reçu la visite des étudiants de l'école spéciale de commerce, d'administration et de l'entrepreneuriat. Elle s'inscrit dans le cadre de leur formation académique en marketing et communication. Objectif, la mise en place de passerelles entre l'entreprise et l'université. Quelques impressions avec Oumou Makalo. On nous a demandé à l'école de faire une visite d'entreprise et on a choisi Bintili Communication. En venant ici, on ne savait pas que Bintili Communication, c'était un groupe de communication. À notre surprise, on a su que Bintili Communication, ils ont des filiales genre Joliba TV, Joliba FM. On a vraiment aimé. Il y a beaucoup de trucs qu'on ignorait en venant ici et on échangeait avec les journalistes, les réalisateurs. Ce que j'ai retenu, c'est plus les conseils qu'on nous a donnés, quoi. Le travail dur, de mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait et d'avoir une bonne personnalité, quoi. Et peut-être un jour, je ferai partie de cette famille qu'on appelle Bintili Communication. Quand on a visité le lieu, on était franchement épatés car c'était la toute première fois
Et comme on n'y était pas habitué, on a vu plein de choses nouvelles et ça nous a vraiment plu. On a retenu plein de choses, comment les trucs se passent à la télé, à la radio qu'on ne savait pas et tout. L'infographie de cette édition est consacrée à l'île de Gorée ou simplement Gorée. Il s'agit d'une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar, au large des côtes du Sénégal. Gorée a été du 15e au 19e siècle le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine, tour à tour sous domination portugaise, néerlandaise, anglaise et française. Son architecture est caractérisée par le contraste entre les sombres quartiers des esclaves et les élégantes maisons des marchands d'esclaves. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique. Île de 28 hectares située à 3,5 km au large de Dakar, elle est l'une des 19 communes de la capitale sénégalaise, classée site historique par l'administration coloniale dès 1944 avec des mesures de sauvegarde spécifiques. Gorée n'a enregistré depuis aucune construction majeure susceptible de porter atteinte à l'authenticité du site qui est resté presque intact dans ses composantes les plus fortes. Elle a par la suite été inscrite sur la liste du patrimoine national du Sénégal en 1975 et sur celle du patrimoine mondial en 1978. L'île de Gorée est aujourd'hui une terre de pèlerinage pour toute la diaspora africaine, un foyer de contact entre l'Occident et l'Afrique et un espace d'échange et de dialogue des cultures à travers la confrontation des idéaux de réconciliation et de pardon. À présent, la page internationale avec Mohamed Attaher Halidou. Emmanuel Macron a parcouru sous un ciel gris les Champs-Élysées en commande-car aux côtés de son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui cédera sa place dans quelques jours à l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le légionnaire Thierry Bourcard. Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé mardi soir au général Lecointre en saluant son admirable vaillance, son engagement et sa loyauté au terme de 4 ans de service. Cette année a donc signé le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées, mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devaient être munis du pass sanitaire et porter un masque. L'édition 2020 du défilé a mobilisé 5000 participants, dont 4300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Gagner l'avenir a été le thème de cette édition 2021, en double référence à la bataille sanitaire menée par les Français, mais aussi à la nécessaire préparation des armées à des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie, selon le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Le blindé Griffon, véhicule de transport de troupes de nouvelle génération, a défilé pour la première fois et doit être prochainement déployé au Sahel. En Haïti, un comité chargé des funérailles du président Moïse a été installé. Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a présenté les membres du comité lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il n'a pas précisé la date de l'enterrement. Le gouvernement a 2 priorités, continuer à mener l'enquête pour que le président de la République, ses proches, sa famille, ses amis, ses alliés et la nation trouvent justice et tout mettre en œuvre pour honorer la mémoire du président en organisant des funérailles en bon état, a-t-il déclaré. Le comité, constitué par décret publié lundi, est composé des ministres de la Culture, de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, du directeur de cabinet du président et du secrétaire général de la présidence et du chef du musée du Panthéon national. Le chef du gouvernement a en substance demandé à la population d'accompagner cette commission, de participer à la cérémonie d'hommage qui sera organisée à la mémoire du président assassiné, une manière pour lui de repartir avec honneur et dignité, a-t-il ajouté. Une cinquantaine de Cubains sont rassemblés devant leur ambassade à Lima pour appeler à un changement de régime dans leur pays d'origine suite aux manifestations contre le gouvernement sans précédent à Cuba. Le peuple n'a pas supporté après 62 ans de dictature et il est descendu dans la rue. Nous, en tant que Cubains et résidents ici au Pérou, on vient ici devant l'ambassade comme un acte symbolique en soutien à notre peuple qui a décidé de dire stop. Le seul moyen est d'être pacifique. S'ils veulent du sang, qu'ils fassent couler du sang. Que ce soit eux qui prennent les armes, nous n'allons pas prendre les armes. Nous sommes pacifiques, nous avons toujours été pacifiques. Peu habitués à voir des émeutes dans les rues de l'île et encore moins à voir la police utiliser des matraques, des gaz lacrymogènes ou tirer des coups de feu en l'air, les Cubains étaient encore sous le choc lundi après les manifestations historiques contre le gouvernement de la veille.
Cette mobilisation était inédite à Cuba où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du Parti communiste. Des habitants de Manchester participent à une manifestation contre le racisme devant une fresque murale du footballeur anglais Marcus Rashford qui a été recouverte de graffitis racistes après la défaite de l'équipe en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie dimanche. Les habitants ont depuis recouvert les graffitis par des messages de soutien. J'ai des enfants métis. Je suis une fille du coin. Je pense que c'est dégoûtant la façon dont le gouvernement traite les personnes noires comme si c'était anormal. Les encourager à être vils et à s'en prendre aux personnes noires, c'est juste dégoûtant. Je suis là pour apporter mon soutien à un mouvement auquel je crois que tout le monde est égal. Si les 3 footballeurs qui ont raté les tirs au but les avaient marqués, tout le monde aurait applaudi avec eux, pas contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout le monde devrait prendre conscience de la chose et les soutenir parce qu'ils nous ont amenés jusqu'en finale. Et c'est notre meilleur résultat depuis des années. Nous devrions donc les soutenir pour cela. Dégoût et condamnation sont les mots qui résonnent après la défaite amère de l'Angleterre dimanche 11 juillet en finale de l'Euro de football face à l'Italie. Les 3 joueurs anglais, Saka, Rashford et Sancho, malheureux lors de la séance des tirs au but, ont été les cibles d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une défaite de plus dont se seraient bien passés les Anglais. Et c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.